Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dossier de l'été au PSG. C'est pas le cas Mbappé, il en est d'ailleurs indépendant que Kylian reste ou parte. Un numéro 9 va signer au club, c'est la priorité de Luis Campos depuis des mois. Et un nouveau nom est sorti hier par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, il s'agit de Vlahovic. C'est pas surprenant, franchement je m'attendais à le voir filtrer cet été parce que la Juve est ouverte aux négociations en cas de belle offre. Et parce qu'il est associé à beaucoup de grands clubs européens depuis quelques semaines. D'un côté, on peut y voir une manœuvre des agents pour essayer de le sortir du bourbier de Massimiliano Allegri, et de l'autre, un vrai intérêt de la part de ces grands clubs à relancer un joueur qui a perdu son football, mais pas son talent, à la Juventus bien évidemment. Alors installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, Dusan Vlahovic, un joueur qu'on n'a pas évoqué sur la chaîne ces derniers temps, je crois pas avoir donné mon avis, et c'est logique, il n'est pas revenu au rayon des rumeurs jusqu'à hier soir et Fabrizio Romano, qui nous annonce qu'il fait partie des 4 noms sur la shortlist du PSG à ce poste-là. Chelsea s'y intéresse aussi, même s'ils n'ont pas bougé concrètement. La Juve, si tu fais une belle offre, pourrait négocier, et du côté du joueur, bien évidemment, on a tout intérêt à changer d'air, aller se relancer, même s'il faut trouver le bon contexte. Parce que ça, c'est comme Joao Félix, les informations qui nous disent qu'il veut le PSG et rien d'autre. Mais le mec, j'ai envie de te dire, objectivement, il est un peu gogol quoi. T'as signé à l'Atlético Madrid alors que tu sortais de 6 très bons mois au Benfica. Déjà, on peut se poser des questions sur le fait que ce soit un petit peu trop tôt à l'époque. Ensuite, l'Atlético, club qui te correspond absolument pas. T'as essayé d'aller te relancer à Chelsea qui vient de changer de propriétaire, qui est donc au tout début d'un nouveau cycle, qui empile un peu les joueurs sans grande logique et qui en plus a changé d'entraîneur en plein prêt. Un prêt qui, selon moi, n'est pas un flop. C'est ni réussi, ni loupé pour Joao Félix parce qu'il a vraiment des circonstances atténuantes comme le changement d'entraîneur par exemple qui pour le coup lui a vraiment porté préjudice. Mais aujourd'hui, à sa place, je veux bien qu'au PSG il y ait la colonie de Portugais, des joueurs de grand talent comme Neymar qui l'idolâtre, mais je préfère signer au Milan AC par exemple, dans un club où tu auras déjà plus de temps de jeu et où tu sais que collectivement, c'est pas le marasme qui colle au PSG depuis 3 ans, même si bien sûr on a signé Luis Enrique, et donc je pense que pour négocier des joueurs, c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, Joao Félix qui veut que le PSG, je trouve ça un peu bizarre. C'est flatteur bien évidemment, et je pense que le prêt qui arrive à la fin du mois d'août, bon, ça se voit comme le nez au milieu du visage, ça va arriver. Bref, revenons à Dusan Vlahovic, donc attaquant serbe de 23 ans, c'est quand même encore jeune, hein. Il rejoint la Juve à 21 ans avec, je crois, 2 ou 3 saisons dans les pattes à la Fiorentina, dont une excellente, où là il est vraiment à la table d'Erling Haaland, dans tous les cas, à ce moment-là, hein, c'est la réalité, hein. Dans les débats, voilà, dans les médias, on le compare à Erling Haaland à ce moment-là. Problème, depuis, il n'a pas suivi la cadence. Alors parlons du profil. Déjà, le jeu sans ballon, parce que c'est pas le gratin techniquement. Il est bon, mais sans plus. C'est quelqu'un qui va jouer simple, qui a une bonne qualité de contrôle. Maintenant, porter le ballon ou alors faire des grosses transversales, des grosses passes en profondeur qui cassent les lignes, faut pas trop lui en demander. D'un autre côté, ça peut être une qualité. Pour épurer notre jeu, avoir un numéro 9 qui fait contrôle-passe. Quand tu as déjà Neymar, Verratti qui brode, Kylian Mbappé qui nous saoule à toujours décrocher, ça peut être pas plus mal. Il aime bien décrocher mais sans plus, et surtout décrocher plus sur le côté droit. Donc ça, parce que comme il est gaucher quasi exclusivement, il aime bien aller sur ce côté-là pour ensuite du coup repiquer dans l'axe, aller chercher la densité avec son pied fort. Ça pourrait être intéressant en point d'appui pour Achraf Hakimi, on le sait très bien, hein, qui au-delà de ses performances individuelles ne bénéficie pas d'un cadre collectif
assez marqué pour qu'il performe. À Dortmund et à l'Inter sous Antonio Conte, on était quand même sur des équipes où l'entraîneur te donne 10 000 consignes. Là, la consigne, c'est débrouille-toi, même si avec Luis Enrique, ça devrait évoluer encore une fois. Peut-être aussi sur ce côté droit, avec la signature de Bernardo Silva, ça pourrait être intéressant. À la relance, bien sûr. Alors là, tu as Donnarumma qui t'envoie des parpaings. Hein. D'ailleurs, pareil, question à poser en conférence de presse pour Luis Enrique. Qu'est-ce que vous pensez du jeu au pied de Donnarumma? Je pense que s'il peut changer de gardien, et Luis Campos sera d'accord avec lui, ils feront tout pour. J'ai peut-être un peu abusé, mais voilà, Luis Campos, on sait très bien qu'il est plus proche de Jorge Mendes que de la galaxie Raiola, Rafaela Pimenta qui a donc repris le flambeau, visiblement n'est pas vraiment aimé. Hein. Et puis ensuite, Donnarumma en lui-même, je suis pas sûr que ce soit le genre de gardien que Luis Enrique apprécie. C'est quelqu'un quand même qui aime avoir des gardiens plutôt bons à la relance dans le jeu au pied. C'est pour ça que tu verras pas le PSG se positionner sur un De Gea ou un Hugo Lloris au poste de numéro 2, hein, qu'il va falloir trouver après Sergio Rico qui s'en est sorti. C'est une excellente nouvelle, mais la réalité c'est que 15 jours dans le coma, sous sédatif, ça me paraît compliqué d'entamer la saison prochaine avec le groupe. Voilà. Donc, avec les parpaings que Donnarumma t'envoie devant, Dusan Vlahovic et son 1m90 peuvent t'aider à contrôler les ballons, poitrine ou alors orienter grâce à son jeu de tête. Parce que physiquement, bien sûr, là, on est sur une de ses plus grosses qualités. Le fait qu'il soit sculpté, qu'il soit grand, qu'il soit bon de la tête pour reprendre les centres, mais au-delà de ses qualités physiques, il a aussi une très belle science du déplacement. Voilà, c'est un vrai buteur. Voilà, Kolo Muani, je veux le signer en tant qu'ailier droit, parce qu'en tant que buteur, je ne trouve pas qu'il pèse sur la défense comme on en a besoin aujourd'hui. Vlahovic, lui, c'est le cas. Voilà, dans la surface, il marque la plupart de ses buts. Et il se déplace à merveille. Les appels contre appels, les appels où il est lancé, où il se retourne au dernier moment pour se faire oublier de son vis-à-vis, tout ça il gère. Sur la prise de profondeur aussi, ça c'est assez intéressant. Il est capable de te proposer derrière la ligne, voilà, sur une phase de récupération. Ça peut être un attaquant assez intéressant en contre-attaque, même si ça, c'est quelque chose qui était plus facile à dire avant qu'il signe à la Juventus ou alors à ses débuts à la Juve, parce que globalement, depuis la fin d'année dernière et cette saison, il s'est un petit peu perdu en matière de vivacité et même techniquement les conduites de balle, les contrôles. Il y a des matchs où il ne met pas un pied devant l'autre. Voilà, il s'est un petit peu perdu. La faute aussi à un contexte collectif. Alors, il y a aussi un défaut, c'est le fait qu'il soit presque exclusivement gaucher. Bien sûr, ça retire en imprévisibilité. Quand tu es capable de finir pied droit, c'est sûr que pour les défenseurs, c'est beaucoup plus difficile à défendre. Maintenant, on sait que notre pôle de créativité est côté gauche. On peut l'imaginer reprendre pied gauche, les centres à ras de terre de Juan Bernat, de Nuno, reprendre de la tête les centres d'Mbappé, qui est un très bon centreur. C'est pour ça que Mbappé... Alors... Si Mbappé reste, d'ailleurs il avait fait l'éloge de Vlahovic en conférence de presse avant le match aller contre la Juve en phase de poule l'année dernière. Bref, si Mbappé reste pour le numéro 9, pour moi, évidemment la dimension technique est très importante pour que les deux se connectent ensemble, parce que Mbappé, on peut tout me dire, ça reste quand même quelqu'un qui a un bagage technique top niveau, même s'il en fait trop à vouloir faire le playmaker ou jouer dans les petits espaces. Maintenant, faire un sprint, dribbler sur 30-40 mètres accéléré, pour moi, ça fait aussi partie de la technique d'un footballeur. Bon bref, au-delà de la connexion technique qui, je pense, avec Vlahovic, serait pas excellente comme ça pourrait l'être avec un Harry Kane par exemple, Mbappé a aussi besoin de quelqu'un qui reprend ses centres parce qu'il en a délivré beaucoup. Danilo a marqué un but de la tête sur un magnifique centre d'Mbappé contre Saint-Etienne la saison dernière. Icardi en a eu beaucoup des centres d'Mbappé comme contre Lyon en septembre 2021 dans les tout derniers instants du match. Vraiment, la qualité de centre d'Mbappé n'est pas à sous-estimer, donc là-dessus, Vlahovic pourrait l'aider. Maintenant, il s'est un petit peu perdu. Il y a un cadre collectif à la Juve qui est vraiment médiocre, avec Allegri qui a un plan de jeu
archaïque, tout simplement. Hein. Tu balances sur Vlahovic, ce qui fait qu'il a un volume d'occasion beaucoup moins important que ses compères qui jouent à City ou dans les top clubs européens. Je crois qu'il a 2,5 tirs en moyenne par match, ce qui est moins que Kolo Muani, ce qui est autant que Gabri Veiga au Celta Vigo, club de bas de tableau, et ce qui est plus de 1 tir de moins qu'Erling Haaland à City. C'est quand même une stat qui est pas élogieuse du cadre collectif de la Juve, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de statistiques pour parler de la Juve. Les impressions visuelles et tout ce que les supporters turinois nous en disent suffisent, tout simplement. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la data pour dire que Massimiliano Allegri est un taliban. Tout le monde le sait, bien évidemment. Donc, juger les neufs qui jouent sous Allegri, c'est délicat. C'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui, comme ça, sont pas bons avec les neufs. Alors, le parallèle est osé. Je ne dis pas que Tourelle et Allegri, je respecte absolument Tourelle beaucoup plus que je respecte Allegri. C'est un entraîneur qui a des années-lumière d'Allegri qui me paraît dépassé dans le football moderne aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que Tourelle, par exemple, je suis tout particulièrement le dossier du numéro 9 au Bayern parce que j'ai hâte de voir ce que Tourelle va en faire. Au PSG, Cavani, on sait très bien que ça n'a pas été l'amour fou avec Tourelle. Par exemple, la saison 2019-2020, quand Icardi signe, Tourelle ne se gêne pas pour donner 5 minutes de temps de jeu à Cavani. Hein. Même si, après le mercato hivernal, Cavani a du temps de jeu, ça ne l'empêche pas de nous la mettre à l'envers pour le Final 8. Et ça n'empêche pas aussi, pendant le mercato hivernal, de vouloir se barrer à l'Atlético Madrid. Pour moi, c'est pas gage d'un attaquant qui s'entend avec son entraîneur. Icardi, bien évidemment, que Tourelle n'a jamais voulu et qui, au final, fait 4 bons premiers mois, ok, mais derrière, dès la fin janvier, se fait griller par Cavani dans la concurrence, et ensuite, dès la fin du confinement, revient à l'entraînement avec déjà des kilos en trop. Ensuite, à Chelsea, tu as Timo Werner qui s'est plaint de sa situation a posteriori, mais on sait très bien que ce n'était pas l'idéal avec Thomas Tuchel. Lukaku, que Tourelle a voulu, 115 millions. Au final, 6 mois plus tard, il te fait son interview dans Sky Sport où il te dit qu'il n'est pas content, qu'il regrette la façon dont il est parti de l'Inter parce qu'il envisageait un retour là-bas. Au final, Tourelle décide de son plein gré, c'est sa décision, de l'écarter du groupe pour un match. Lukaku prend de sa direction une amende de 500 000 euros et au final, arrive ce qui arrive, le prêt cet été là, avec une baisse de salaire à 30%, pour aller à l'Inter de Milan cette saison. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que Thomas Tuchel va faire de son numéro 9. C'était la petite aparté. Pour revenir sur Vlahovic, là où j'aurais de l'espoir, c'est donc sur ce cadre collectif, et même mentalement. Même si le PSG est un cadre pas forcément idéal pour se relancer, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas pire que la Juve en Europe, tout simplement, pour progresser, surtout quand tu es un numéro 9. En réalité, ta confiance repose sur les occasions que tu as, et c'est très compliqué pour Vlahovic de s'en créer dans cette Juve. Donc partir de Allegri, j'ai quand même l'impression qu'il a vraiment pris un coup, et que même au niveau de sa motivation, il a perdu, parce que certains supporters turinois s'en plaignent. On a aussi l'impression d'avoir un joueur qui n'est pas forcément investi à 100%. Voilà, au niveau de l'investissement tous les jours, la régularité, parce que techniquement, il a perdu, loupé des contrôles. C'est pas Massimiliano Allegri, avoir perdu la vivacité qu'il avait à la Fiorentina. Alors là, on peut mettre en cause le staff d'Allegri, qui peut-être, physiquement, bosse pas très bien avec ses joueurs. On pourrait se dire que nous, on vient de signer Rafa Paul, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la gestion de la préparation physique et des organismes cette saison. Donc peut-être Vlahovic, au nouveau centre d'entraînement et tout ça, on pourrait se dire, physiquement, il va redonner un second souffle à son corps. Mais, de l'autre côté, il y a la pubalgie. Pubalgie qui traîne depuis 1 an, je crois qu'elle s'est déclarée en fin de saison dernière. Ensuite, la Juve a un petit peu forcé jusqu'à fin octobre. Il y avait certaines personnes qui les soupçonnaient de cacher cette pubalgie et faire jouer quand même Vlahovic. Au final, il arrive à la Coupe du Monde avec sa pubalgie, il rechute en janvier, ces derniers mois c'est un peu pareil. Bon bref, c'est très compliqué. Et plus important, il n'a pas été opéré. On sait que ce genre de choses, Verratti le fait, je crois que c'est pendant la saison 2015-2016, il passe sur le billard, et après c'est terminé, t'en parles plus. Là, le fait qu'il ne soit pas opéré, ça augmente quand même
drastiquement le risque qu'il rechute. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus. Maintenant, financièrement, il y a aussi des interrogations parce que, mine de rien, c'est un gros transfert qui à l'époque a requis une augmentation de capital de la part de la Juve, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait ça sans magouille. Alors, c'est pas une magouille à proprement parler, mais ils ont dû augmenter leur capital, comme nous, on a fait en 2017 pour signer Neymar. C'est pour vous dire. Donc, ils le signent 80 millions. 70 plus 10 de bonus, c'est globalement ce qui est sorti le plus. 70 sur un contrat de 4 ans et demi. En matière d'amortissement, on est donc sur plus de 15 millions par an. Il lui reste 3 ans de contrat, c'est-à-dire que pour la Juve, face opération blanche au minimum, il faudrait proposer 45 millions, donc pas moins. Et ensuite, tu vois mal la Juve se séparer de leur numéro 9 titulaire sans faire une plus-value du bénéfice. Donc, pour moi, c'est difficile d'envisager moins de 70-75 millions fixes. Perso, je mets 50, 55 grand maximum en fixe, donc 20 millions de moins. Il y a quand même un compromis à trouver. Et aussi, il y a le salaire parce qu'il touche 7 millions net par an, ce qui est quand même beaucoup. Le salaire a été très bien négocié. Ses agents ont l'air d'être de bons négociateurs parce qu'à l'époque, la Fiorentina va jusqu'à lui proposer 4 millions de salaire et 3 millions de commissions aux agents pour qu'il prolonge. Il refuse. Et donc, à l'hiver 2022, ils sont obligés de le faire partir à 1 an et demi de la fin de son contrat. Oui, parce que la Juve met 80 millions pour 1 an et demi, ce qui est quand même surévalué. Et 7 millions net. Je crois qu'il multiplie par 8 ou 9 le salaire qu'il avait à la Fio. Donc, c'est quand même très très important. Et 7 net, bah, je pense qu'en réalité, tu recrutes un joueur qui touche autant que Icardi touchait, tout simplement. Voilà, parce que ça fait du 10 brut, hein, tout simplement. Ce qui est quand même assez énorme pour un joueur qui a perdu son football l'année dernière, même si, encore une fois, ce qui donne de l'espoir, c'est qu'il ait 23 ans. C'est qu'il ait 23 ans, c'est encore très jeune. Et par exemple, s'il retrouve sa vivacité, si tu lui fais un bon plan physique et que mentalement ça suit, il va retrouver sa vivacité, ce qui fait que l'Angleterre s'y intéressera automatiquement. Parce que si la Juve se retrouve à mettre 80 millions en 2021, c'est parce qu'il y a Arsenal qui s'y intéresse. Évidemment, quand l'entraîneur est sur le dossier, quand l'Angleterre est sur le dossier, les enchères s'envolent tout de suite, surtout quand il n'y a pas de clause libératoire. Voilà pour mon avis sur Vlahovic, que je prends à 55 millions maximum fixe, et que si tes plans A ne peuvent pas aboutir. C'est-à-dire que là, tu as une info PSG Community qui est sortie à l'instant. Concernant Harry Kane, ce c'est la priorité de Luis Enrique. Le PSG lui proposerait 16 millions de salaire sur un contrat de 4 ans plus une en option. Lui est plutôt séduit par ce que Luis Enrique lui propose et voudrait un contrat de 3 ans. Alors, c'est pas l'info du siècle. PSG Community ne se mouille pas trop. Que Luis Enrique soit intéressé par un des meilleurs attaquants de la planète, pardonne-moi, mais tout le monde peut le sortir. Ensuite, si l'info est réelle, il faut trouver un compromis. Et je vois mal le PSG signer Harry Kane pour un contrat de moins de 5 ans. C'est-à-dire que de l'autre côté, tu as Lévy à convaincre. Alors le Bayern, visiblement, n'a pas trop compris comment faire parce qu'ils proposent 70-80 millions. Pardonnez-moi les gars, en 2021, ils ont refusé 120 millions de Manchester City. C'est pas 80 qui vont faire l'affaire. Voilà. Je pense qu'à partir de 110, il réfléchit, tout simplement. Et le problème, c'est que ces montants-là, tu ne peux pas les amortir sur un contrat de 3 ans. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir 40 millions d'amortissements par an pour Harry Kane. Donc, tu es obligé de faire un contrat de 5 ans, à voir si le joueur va faire des concessions. Et le club aussi, parce qu'un contrat de 5 ans, ça voudrait dire aller jusqu'à ses 34-35 ans, ce qui est quand même assez loin pour un joueur qui a des années et des années de Première Ligue, avec à chaque fois une trentaine de matchs, une grosse régularité, et donc un organisme qui a beaucoup tourné, pas forcément de grosses blessures, voilà, même s'il a chevillé un petit peu, mais un joueur qui a 29 ans n'en reste tout à fait fiable. Leonardo, dans l'équipe, il a réglé ses comptes, évidemment, parce que c'est Mbappé qui a eu sa tête l'année dernière. Avec son comportement ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. C'est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Pour le bien du PSG, ça c'est important, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Voilà ce que nous dit notre ancien directeur sportif. Ça a été relayé et il y a beaucoup de gens qui ont refait l'histoire parce que bien sûr qu'il a raison, Leonardo. Bien sûr qu'Mbappé doit partir parce qu'objectivement, sa relation avec le club est arrivée à un point de non-retour déjà. Et ensuite, l'opinion publique est en train de se retourner contre lui. Alors, pas à l'échelle de la France.
à l'échelle des supporters parisiens. Voilà. Les Français, ils continueront à le supporter tous les 4 ans quand il fera ses grosses performances en Coupe du Monde, parce que sur sa carrière, c'est ce qui va le différencier d'un Erling Haaland, mais aussi d'un Ronaldo qui n'a pas un but en phase finale de Coupe du Monde, d'un Messi. S'il prend une deuxième Coupe du Monde, voilà. On sait très bien aussi que Messi, au-delà de sa Coupe du Monde, a une histoire chaotique avec l'Argentine. Si Mbappé a une histoire assez linéaire avec que des accomplissements, voilà, c'est là où il fera son trou et où il deviendra une vraie légende, parce que de l'autre côté, battre les records de Messi et Ronaldo en Ligue des Champions, en prendre autant que ces deux mecs-là, ça me paraît compliqué, surtout que l'horloge tourne pour Kylian. Bon bref, évidemment que Leonardo a raison sur les déclarations. On va pas faire d'histoire, les gars. La réalité, c'est que là, c'est un peu l'infirmière qui se fout du brancard, hein, l'hôpital qui se fout de la charité. Tu me pardonneras, pour le bien du club, je suis pas sûr que sur son deuxième passage, Leonardo l'ait voulu, le bien du club. C'est-à-dire que les commissions sur le deal Icardi, alors que son entraîneur Thomas Tuchel n'en voulait pas, et au final tu donnes des commissions pour engraisser des mecs qui ne font même pas leur travail, parce que je rappelle qu'on se retrouve à prendre une amende parce qu'on met une clause avec l'Inter, la clause comme quoi on doit leur verser 15 millions si on revend Icardi à un club italien, qui est parfaitement illégale. Voilà, pour ne citer que ce deal. On peut aussi parler de la prolongation de Juan Bernat, Draxler, Kurzawa, Donnarumma, pour faire plaisir à Mino Raiola qui était dans une impasse avec le Milan AC. Donnarumma, tu lui donnes évidemment sa dizaine de millions de salaire, les grosses primes à la signature et les commissions que je n'ose pas imaginer, tout simplement. Alors qu'un mois avant, tu as prolongé Keylor Navas. Alors je ne remets pas en doute les qualités de Donnarumma, mais ce qui a été fait à cette époque. Voilà. Leonardo, quand il fait le deal Donnarumma, quand il fait le deal Icardi, il fait du Mbappé. Il voit ses intérêts avant ceux du club, bien évidemment. Bon, bref. Voilà, The Independent aussi a sorti aujourd'hui que le PSG est en pôle pour Colomani. Alors, c'est pas une source très fiable, mais attention quand même à surveiller ce dossier, parce qu'on sait qu'il est mené par Nasser, et ça peut aller vite avec notre président. On l'a vu avec Lucas Hernandez. Alors, ça a mis un mois, mais on sait très bien que les négociations avec le Bayern, elles ont duré une semaine. Voilà, si ce n'est un week-end. Derrière, ce qui a traîné, c'est l'officialisation, on ne sait pas trop pourquoi, mais avec le Bayern, qui était vendeur, sûrement comme Francfort, si tu proposes ce qu'ils demandent tout simplement, ça peut se boucler assez rapidement. Bref, surveillons ça. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos afin de commenter l'actualité. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.